Bonjour, je suis Laurent Monassier, professeur de pharmacologie au sein du département universitaire de pharmacologie, addictologie, toxicologie et thérapeutique de la faculté de médecine, maïeutique et des sciences de la santé de Strasbourg. Nous allons continuer notre cours de pharmacologie générale en nous intéressant maintenant au développement du médicament. Alors le développement du médicament, c'est comment passer d'un principe actif identifié dans un tube extrait d'une plante à un médicament, c'est-à-dire une substance utilisable pour prévenir, diagnostiquer ou traiter des pathologies humaines ou animales. On va s'intéresser à ce développement, à l'enregistrement du médicament et finalement à sa mise sur le marché. Alors le devenir d'un médicament en France a été bien illustré sur un site qui s'appelle médicaments.gouv.fr, site sur lequel j'ai copié la figure suivante. Alors sur cette figure, on voit toutes les étapes de ce qu'on peut appeler schématiquement la vie d'un médicament entre sa découverte et sa distribution. Ces étapes, schématiquement divisées en 4, sont constituées de la première étape, développement du médicament, où on va dans des laboratoires de recherche, publics, privés, réaliser toutes les étapes de recherche fondamentale, les essais précliniques, c'est-à-dire ce que l'on fait chez l'animal, et les essais cliniques, destinés à étudier la pharmacocinétique de la molécule, mais aussi à démontrer son efficacité chez des malades. Cette partie est toute la partie expérimentale qui débouche, si la molécule est intéressante, à une demande d'autorisation de mise sur le marché qui est déposée par le laboratoire. À l'heure actuelle, les demandes d'AMM sont faites à l'échelle européenne, l'Agence européenne du médicament se trouvant à Amsterdam. Elle peut se faire aussi directement dans chaque pays de l'Union économique européenne. Le dossier est extrêmement important, constitué du résumé des caractéristiques du produit, RCP, de tout ce qui va être utilisé comme étiquetage et bien entendu de la notice mise à disposition des patients. Des agences européennes, EMA, pour l'European Medical Agency, ou l'ANSM, Agence nationale de sécurité sur le médicament, vont statuer sur le rapport bénéfice-risque du produit. C'est-à-dire, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose et est-ce que ces risques sont ou pas contrôlés. Ceci peut déboucher, parce que ce n'est pas automatique bien entendu, à une AMM ou autorisation de mise sur le marché. Cette AMM sera réévaluée de manière périodique, car un médicament vit sa vie et son risque, lorsqu'on va le prescrire à des centaines de milliers de personnes, va donner lieu à réévaluation régulière. L'obtention d'une AMM ne veut pas dire que le produit est commercialisé, puisque pour être commercialisé, il faut fixer un prix et dans notre pays définir un taux de remboursement, puisque nous avons quand même la chance tout à fait extraordinaire de voir toute une série de nos produits de santé remboursés. Lorsque le prix est libre, c'est-à-dire que le produit n'est pas remboursé, il est accessible à l'automédication et les pharmaciens peuvent le vendre au prix qu'ils veulent. S'il est remboursé, le prix est fixe, avec un taux de remboursement déterminé par la sécurité sociale. Alors ce taux de remboursement met en œuvre toute une série de commissions, dont la plus importante est la Haute Autorité de Santé, donnant son avis sur les bases de ce que rend comme avis la commission de transparence. Cette commission de transparence va établir des critères de service médical rendu. Est-ce que le produit est utile ou pas ? Et important d'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire est-ce que ce médicament constitue ou pas un progrès. Tout ceci conduit à fixer un prix, à un taux de remboursement et à décider ou pas de le rembourser. Ceci ouvre la possibilité de distribuer ce médicament dans des pharmacies de ville qui peuvent vendre des médicaments en ligne, par Internet, puisque c'est autorisé. Et puis certains médicaments sont réservés à un usage hospitalier, ils sont donc délivrés par des pharmacies hospitalières, qu'on appelle aussi des PUI, pharmacies à usage interne.
Le développement d'un médicament, entre sa découverte et son AMM, suit diverses étapes. On va découvrir le produit et en général à ce moment le breveter. Puis, lorsque le produit est breveté, on le met en développement, c'est ce que j'ai représenté sur ma frise temporelle en haut, en gris-bleu. Ce développement va durer à peu près 12 ans. Les laboratoires essayent actuellement de compresser les temps de développement puisque, vous l'avez compris, au bout de 20 ans, échéance du brevet, la molécule peut être copiée et donc son prix baisse. Donc plus on compresse le temps de développement et plus on va pouvoir avoir un retour sur investissement. Alors sur mon graphique, vous avez donc le temps en abscisse et les gains de l'industrie en ordonnée. J'ai représenté des gains négatifs, c'est-à-dire que ça correspond à de l'investissement. Alors schématiquement, un tiers du prix et un tiers du temps correspondent à la recherche préclinique. Tout ce qu'on va faire dans des tubes, dans des cultures ou chez des animaux. Au bout de 4 ans, il y a une décision tout à fait fondamentale pour un industriel qui est de savoir si ce médicament va ou pas passer en développement clinique. Ce développement clinique représentant 2 tiers du temps et 2 tiers du coût total. Alors le coût de développement d'un médicament est extrêmement élevé. Il est entre 800 millions et 1 milliard d'euros. Pour le médicament donné, mais si on intègre les médicaments qui échouent en cours de développement, pour un médicament qui arrive sur le marché, il a fallu débourser à peu près, en moyenne, 4,6 milliards d'euros. C'est absolument considérable. Ce qui veut dire que l'obtention d'une AMM est fondamentale. Un prix correct est important aussi parce qu'à partir de la mise sur le marché du produit, vous voyez cette courbe en pointillé vert, le laboratoire effectue un retour sur investissement. On considère qu'il est revenu à l'équilibre au bout de 15 ans et commence, à partir de 15 ans, à faire des bénéfices, ce qui veut dire qu'il lui reste à peu près 5 ans de protection par le brevet pour gagner de l'argent et réinvestir dans d'autres développements. Ce modèle de développement est le modèle qu'on appelle le modèle du blockbuster. Un blockbuster, comme vous le savez probablement, est quelque chose qui rapporte 1 milliard minimum de dollars de chiffre d'affaires annuel. On connaît les blockbusters dans le cinéma, Indiana Jones, la guerre des étoiles, et les blockbusters pour les médicaments. Alors pour la petite histoire, j'ai quand même pas pu résister à l'envie de vous montrer ce qu'est un blockbuster. Un blockbuster, comme son nom l'indique, c'est une bombe capable d'écrouler d'un coup un immeuble de 10 étages, que vous voyez ici largué par un bombardier de la Royal Air Force sur une ville du nord de l'Allemagne. C'est-à-dire que c'est un instrument de mort absolument effroyable, et on a donné au médicament le nom de blockbuster. Vous voyez que l'humain n'est quand même pas à un paradoxe près. Alors que fait-on en recherche préclinique? Eh bien on fait beaucoup de choses. On fait des études du médicament sur des cultures de cellules, des préparations de membranes pour regarder comment le médicament s'attache à des protéines membranaires. On peut faire des études dites ex vivo sur des organes isolés, un cœur isolé, un foie isolé, et des études in vivo, habituellement sur plusieurs espèces, parce que, vous le savez probablement, on a beaucoup de problèmes de prédictivité des modèles expérimentaux animaux, et que paradoxalement, c'est en multipliant les espèces qu'on se conforte dans l'idée que ce que l'on voit chez l'animal peut être transposable à l'espèce humaine. Certains de ces modèles expérimentaux animaux sont des modèles de pathologie. Il s'agit d'animaux porteurs de la maladie qui nous intéressent, sur lesquels on va pouvoir étudier les effets des produits. Les objectifs sont nombreux en recherche préclinique. On veut étudier les effets de la molécule, établir une relation entre l'effet qu'on utilise et la dose qu'on a besoin d'administrer. C'est important la dose parce que plus on met de produit, plus il va falloir le métaboliser, plus il va falloir en produire. On va rechercher la sélectivité, c'est-à-dire la façon dont une molécule va sur une cible ou en prend malheureusement plusieurs. En pharmacologie, on essaye souvent d'avoir des molécules dites sélectives, c'est-à-dire qu'elles vont sur une cible protéique donnée. C'est pas toujours le meilleur. Enfin, conceptuellement, c'est intéressant parce que ça limite l'action du produit sur des tas de cibles diverses dans l'organisme.
Tout ceci conduit en tout cas à comprendre le mécanisme d'action. On va essayer aussi de déterminer les premiers aspects de pharmacocinétique. Transport du médicament, dans le sang, diffusion au travers des membranes, métabolisme, élimination. Et puis on essaye d'établir, entre guillemets, un profil de sécurité d'emploi. Alors on est chez l'animal, avec des capacités métaboliques différentes de celles de l'homme. On fait le mieux possible. Ensuite, on passe en recherche clinique. Alors la recherche clinique, longtemps appelée comme cela, est maintenant appelée RIPH pour recherche impliquant la personne humaine. Alors ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que toutes les RIPH correspondent à des recherches, quel que soit le domaine, impliquant comme sujet l'humain. Cela englobe des études de physiologie, comprendre comment l'organisme fonctionne, des études de physiopathologie, comment il adapte son fonctionnement à la présence d'une maladie, des études sur des marqueurs biologiques, des études sur l'imagerie médicale, l'imagerie par résonance magnétique, le scanner, etc. Les études sur des dispositifs médicaux et bien entendu les études sur les médicaments. Cela veut dire que lorsque l'on se pose une question, c'est-à-dire que le problème n'est pas résolu, et que cette question est explorée chez un humain, il s'agit d'une recherche impliquant la personne humaine, et ceci renvoie à une législation extrêmement précise. En matière de médicaments, les recherches cliniques ont été divisées en plusieurs phases. Classiquement, les phases se réalisent les unes après les autres, dans l'ordre. Comme on essaye de comprimer le développement et les temps de développement des médicaments, on voit de plus en plus des phases comprimées et des essais cliniques qui regroupent plusieurs phases. Alors pendant très longtemps, les phases des essais cliniques commençaient à la phase 1. Phase 1, on administre le produit à des sujets sains. Première administration chez l'homme, on va étudier la façon dont ces individus tolèrent le produit et on va étudier chez eux la façon dont la molécule circule dans leur organisme. Bien entendu, chez le volontaire sain, il n'est pas possible d'étudier les effets thérapeutiques puisqu'ils ne sont pas malades. Alors, ce n'est pas toujours vrai, parce que quand on étudie un anticoagulant ou un antihypertenseur, eh bien, on va avoir une modification des tests d'hémostase ou une variation de la pression artérielle aussi chez des sujets sains. Et puis on s'est rendu compte, suite à quelques accidents sur des premières administrations, que l'on pouvait avoir des toxicités à des doses très faibles, largement infrathérapeutiques, ce qui n'était pas le cas de la phase 1, où en phase 1, on met des doses potentiellement pharmacologiquement actives. On a donc décidé de créer la phase 0, qui pour certaines classes de médicaments constitue la première administration à l'homme, avec des doses très faibles, chez très peu de sujets, habituellement des toutes petites cohortes, sur des périodes d'administration courtes avec une surveillance extrêmement renforcée, où les sujets habituellement de sexe masculin sont hospitalisés dans des structures de recherche. La phase 2 est la première administration chez l'homme malade. On va là pouvoir tester l'efficacité, la tolérance et bien entendu aussi on va pouvoir déterminer les doses actives. C'est absolument fondamental, cette phase 2, parce qu'une phase 2 bien faite précise quasiment tout le cadre d'utilisation du produit. Alors la phase 2 a été divisée en phase 2A, innocuité, tolérance, pharmacocinétique chez le malade, et phase 2B, évaluation de l'efficacité avec des gammes de doses. Alors c'est très schématique parce que bien entendu on peut faire le 2A et le 2B en même temps. La phase 3, c'est le gros essai thérapeutique, pré-autorisation de mise sur le marché. C'est un essai où on va comparer le nouveau produit à des produits de référence, à un placebo. On va essayer de positionner le nouveau produit dans l'arsenal thérapeutique
et préciser de manière tout à fait importante le cadre d'utilisation, c'est-à-dire le cadre dans lequel on demandera l'autorisation de mise sur le marché. C'est sur la base de ces essais de phase 3 que les instances vont décider du SMR, de la SMR, du taux de remboursement. À l'issue de cette phase 3, le médicament peut être commercialisé, mais la recherche ne s'arrête pas. On va pouvoir en phase 4 surveiller le produit, c'est la grande période de la pharmacovigilance, et réaliser des essais complémentaires destinés à préciser le cadre d'utilisation, par exemple, essais complémentaires chez l'insuffisant hépatique ou chez l'insuffisant rénal. La recherche clinique est extrêmement encadrée et en particulier par une structure qui s'appelle le comité de protection des personnes. Comme son nom l'indique, ce comité a pour objectif de protéger les individus, c'est-à-dire de s'assurer qu'ils ne courent pas, en participant à des essais cliniques, à des risques démesurés. Ce comité de protection des personnes est composé de 2 collèges. Un collège A qui correspond au collège des personnels dits médicaux. On va y retrouver des personnes qualifiées en recherche biomédicale, des médecins, des méthodologistes, des médecins généralistes, des pharmaciens hospitaliers, des infirmiers, des infirmières. Le collège B est lui constitué de personnes d'horizons divers, qualifiées en éthique, des psychologues, travailleurs sociaux, juristes, des représentants d'associations de malades et d'usagers du système de santé. Bref, des individus qui ont une vision qui leur est propre du médicament, qui peut être assez différente de la vision qu'ont les personnels médicaux. Alors c'est très intéressant de confronter ces points de vue, les débats peuvent être tout à fait animés, et en tout cas vont toujours dans un seul sens, qui est la protection des individus. Alors je n'ai pas le temps, bien entendu, de vous détailler toute la recherche clinique, mais en quelques points clés. La recherche clinique, ou la recherche impliquant la personne humaine, est supervisée par quelques comités clés. Le comité de protection des personnes, nous l'avons vu. L'Agence nationale de sécurité sur le médicament doit, pour tous les essais de médicaments nouveaux, donner un avis, comme le comité de protection des personnes. Et depuis la nouvelle loi, qui s'appelle la loi Jardé, en France, les avis de ces 2 agences et comités doivent être favorables, sinon il n'est pas possible de démarrer un essai impliquant la personne humaine. Et puis il y a un 3e organisme, la Commission nationale informatique et liberté, qui statue sur la protection des données individuelles. Lorsqu'on participe à un essai impliquant la personne humaine, on doit être informé. L'information doit être d'abord orale, par un investigateur de l'essai, et reposer sur un document écrit qui est donné au sujet. Cette information conduit à ce que le sujet soit éclairé. Il doit comprendre tous les tenants et aboutissants de la recherche. Il doit d'ailleurs être en situation de pouvoir poser toutes les questions qu'il jugera nécessaires. Ceci débouche sur un consentement, et ce consentement doit être libre. Le sujet n'est pas obligé de participer à l'étude. D'ailleurs, s'il refuse, la loi indique que sa prise en charge médicale ne sera pas modifiée. Il n'y a pas de menace si un sujet refuse de participer à un essai clinique. Cette notion de volontariat est absolument fondamentale. Et lorsqu'il y a eu le procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, procès entre autres sur les crimes des nazis dans les camps de concentration, eh bien, une des premières choses qui leur a été reprochée, c'est d'avoir réalisé une, entre guillemets, recherche chez des individus qui n'étaient pas libres de donner leur consentement, qui n'étaient pas libres de pouvoir refuser. Donc ça, c'est absolument fondamental, c'est le point clé, la pierre angulaire de toute la recherche clinique, la notion de consentement libre et éclairé. Un volontaire qui participe à une recherche impliquant la personne humaine reste sous responsabilité médicale. C'est-à-dire que l'environnement médical est responsable de le laisser ou de le retirer de la recherche. C'est une responsabilité médicale.
c'est un rapport de confiance entre un sujet qui participe à un essai et son environnement médical. Le sujet a eu la totale liberté de participer à l'étude, mais il a la totale liberté de se retirer de l'étude, et ce à tout moment. Un essai clinique doit être assuré, déclaré, il est surveillé, et des audits peuvent être diligentés sur une recherche clinique. Alors quand on dit déclaration, eh bien les projets de recherche clinique sont déclarés à des instances internationales. Ici vous avez le site qui regroupe les essais cliniques déclarés en Europe. D'ailleurs tout essai clinique mené en Europe doit être déclaré et obtient un numéro d'enregistrement. L'équivalent américain s'appelle clinicaltrials.gov, site très pratique d'utilisation dans lequel on peut trouver tous les projets de recherche clinique. On rentre le nom du médicament ou la pathologie qui nous intéresse et à l'instant T, on peut savoir combien il y a d'essais, où ils se réalisent aux États-Unis, en dehors des États-Unis, exclusivement aux États-Unis ou partagés ou exclusivement en dehors, etc., etc. Alors j'ai pris ici l'exemple d'un produit qui est un anticoagulant. J'avais fait le bilan fin 2019. Il y a un petit peu plus d'études maintenant, mais peu importe. Vous voyez qu'il y avait quand même référencé sur cet anticoagulant oral qui s'appelle le Rivaroxaban, qui est un produit commercialisé par un laboratoire allemand, le laboratoire Bayer. 397 études, rendez compte, c'est absolument extraordinaire. Alors ce qui est intéressant sur Clinical Trials, c'est qu'on peut trouver les études et leur statut. Est-ce qu'elles sont terminées ? Est-ce que les résultats sont publiés sur le site ? Vous voyez que l'étude 3 est non seulement terminée, mais qu'en plus on a les résultats. L'étude 4 ne recrute pas encore. L'étude 6 est en train de recruter. Ce qui veut dire que les patients peuvent même eux-mêmes savoir s'ils pourraient participer à des essais cliniques. Alors sur cette molécule, on peut savoir où se fait la recherche. Vous voyez que comme c'est une molécule d'un laboratoire européen, la majorité des études sont réalisées en Europe. Mais pas que, il y a beaucoup d'études en Amérique du Nord. Des études en Chine. Et puis on a cette dichotomie nord-sud qu'on voit sur beaucoup de produits. Vous voyez qu'il y a peu d'études en Afrique, peu d'études en Amérique du Sud, très très peu d'études en Amérique centrale. Alors ça c'est un vrai problème parce que sur des molécules de ce type, bien les laboratoires font des choix de développement, et lorsqu'on fait des essais cliniques, les médecins s'habituent à utiliser la molécule pendant les essais cliniques, et donc s'ils sont par après les prescripteurs, eh bien on a intérêt à faire des essais cliniques dans les pays où la molécule sera commercialisée. C'est quand même un vrai problème. Alors l'autre raison, c'est que beaucoup de pays n'ont pas de structure permettant de réaliser de la recherche. Si on regarde plus précisément en Europe, vous voyez qu'il y a là encore une grosse différence entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, avec beaucoup de recherches en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, et peu de recherches en Roumanie, peu de recherches en Bulgarie, etc. Bien, le produit est sur le marché, il est commercialisé. Comment peut-on se le procurer ? Alors le premier moyen, le plus classique pour obtenir un médicament, c'est d'aller chez le médecin et d'avoir de sa part une ordonnance. Alors ce médecin va prescrire un médicament qui a bien entendu une autorisation de mise sur le marché. Il peut prescrire ce médicament dans le cadre de cet AMM, c'est-à-dire qu'il prend un médicament dans le cadre des essais cliniques qui ont été conduits avec ce produit. Lorsqu'il dévie par rapport à ces essais cliniques, on dit qu'il fait une prescription hors AMM. Par exemple, si un médicament a été testé chez le sujet adulte de 18 ans à 65 ans, et qu'on veut le prescrire chez un individu de 70 ans, même s'il s'agit de la même indication, on est en marge de l'AMM, on est donc hors AMM. Une ordonnance est valable pendant 3 mois. S'il s'agit d'un stupéfiant, l'ordonnance est valable 3 jours, ce qui veut dire qu'il faut se dépêcher d'aller la chercher, sinon on ne peut plus avoir le produit.
Alors, dans le cas particulier des contraceptifs, une ordonnance peut être renouvelée, y compris par le pharmacien, jusqu'à 12 mois. C'est-à-dire qu'un médecin qui prescrit 3 plaquettes, 3 mois, eh bien, la patiente qui va en pharmacie va pouvoir utiliser cette ordonnance pendant 1 an. Les médicaments sont prescrits dans le cadre d'une réglementation qui est extrêmement stricte. Il y a des médicaments de prescription médicale obligatoire. Ce sont les médicaments de liste 1, liste 2 et les stupéfiants. Et puis on a des médicaments, tout en bas de ma diapositive, de prescription médicale facultative, c'est-à-dire que les patients peuvent avoir une ordonnance d'un médecin, mais aussi les obtenir en automédication. Alors que sont les listes 1, 2 et les stupéfiants? Les rouges, carrés rouges, regardez bien vos boîtes de médicaments. Ce sont des médicaments dits de liste 1, ils sont dangereux, peuvent être prescrits sur une ordonnance simple, ils ne sont pas renouvelables par le pharmacien. La durée de prescription est de 1 mois, renouvelable maximum 3 fois. Et pour les psychotropes, la durée de prescription maximale est de 3 mois. Les médicaments de liste 2 sont peu dangereux, on les prescrit là encore sur une ordonnance simple, c'est renouvelable par le pharmacien, avec 3 mois au maximum. Les stupéfiants, c'est tout à fait particulier. On peut faire des ordonnances d'une durée de 7 jours, 14 jours, 21 jours ou 28 jours. Donc, les stupéfiants, on retient, l'ordonnance n'est valable que 3 jours. On peut faire des prescriptions pour une durée maximale de 28 jours, mais quoi qu'il arrive, le pharmacien ne peut pas délivrer plus de 7 jours de traitement. Cela veut dire que si on a fait une ordonnance pour 28 jours, le patient va devoir retourner à la pharmacie toutes les semaines pour récupérer la quantité de produits nécessaires pour une semaine. L'automédication. L'automédication, c'est l'utilisation d'un médicament sans, j'ai mis consultation médicale, c'est sans prescription médicale. Alors l'automédication est largement favorisée par l'industrie pharmaceutique, qui d'ailleurs a créé une association qui s'appelle l'AFIPA, Association française de l'industrie pharmaceutique pour une automédication responsable. Alors il est clair que l'industrie pharmaceutique a intérêt à favoriser l'automédication parce qu'elle rapporte énormément d'argent, permet aux patients de facilement obtenir du produit, mais elle se veut responsable, c'est-à-dire encadrée. Bref, on ne peut pas s'automédiquer n'importe comment. Alors l'automédication, c'est tout à fait intéressant. Ça peut être proposé par un professionnel de santé. Par exemple, vous partez en vacances, vous êtes allergique, une allergie mineure, pouvant nécessiter un antihistaminique. Et bien plutôt que de partir avec des boîtes de médicaments plein vos valises, vous pouvez très bien avoir une liste de produits avec leur dénomination commune internationale, inscrit sur un petit papier ou dans votre téléphone, et n'allez à la pharmacie que si vous en avez besoin. C'est pratique, vous évite d'emmener des produits dont beaucoup vont ensuite périmer à la maison dans vos pharmacies personnelles. À l'initiative du consommateur, eh bien, on peut acheter des médicaments lorsqu'ils sont en vente libre, c'est-à-dire qu'ils sont hors liste 1 et liste 2 et bien entendu hors stupéfiants, et ceci est tout à fait libre depuis le 1er juillet 2008. Alors, l'automédication, ça peut aussi être ce que j'appelle l'automédication sauvage. C'est-à-dire qu'on a un petit stock de médicaments à la maison, ou qu'on va chez quelqu'un qui a des médicaments, et on s'approvisionne comme cela. Alors l'automédication, c'est très courant, vous voyez qu'à peu près 80% des Français s'automédiquent, 1 sur 2 le fait souvent, et je pense qu'on est beaucoup, là, qui regardons ce film, ou moi en l'occurrence, à s'automédiquer régulièrement. Des petites céphalées, on se prend 500 mg de paracétamol, et bien clairement on fait de l'automédication. Vous voyez que ça correspond à 15% des ventes de médicaments, dont 50% pour des antalgiques, c'est-à-dire pour des symptômes, avec des chiffres d'affaires qui sont tout à fait importants, environ 2 milliards de chiffres d'affaires annuels en France. Le prix est variable, puisque comme on est en automédication, les pharmaciens peuvent appliquer le prix qu'ils veulent.
Alors on a des prix peu importants. En moyenne, vous voyez, 4,60 € par boîte. Alors pourquoi s'automédiquer? Eh bien parce qu'on gagne du temps. Pas besoin d'aller chez un médecin, pas besoin de prendre rendez-vous, pas besoin d'attendre dans une salle d'attente. On pense qu'on va gagner de l'argent, sauf que si les médicaments sont remboursés, ça n'est pas vrai. Mais ça peut l'être. Et puis, c'est important, c'est un accès facilité aux soins. On va voir qu'il y a des médicaments où c'est quand même tout à fait majeur de pouvoir y accéder sans avoir besoin de consulter. Pour le patient, l'automédication peut être rassurant, parce qu'on se dit, ouais, si je prends un médicament comme ça tout seul, c'est que la maladie ne doit pas être très grave. C'est valorisant, parce que je suis mon propre médecin. Et avec Internet, on se rend compte maintenant que le paradigme a complètement changé. On a des patients qui sont hyper informés, j'ai mis surinformés, c'est-à-dire qu'ils prétendent connaître mieux leur maladie que quelques professionnels que ce soit. D'ailleurs, ils arrivent en ayant tout lu, tout compris, ce qui peut poser des problèmes de confiance, parce que certains se mettent en position de tester le prescripteur. Et puis, il y a des facteurs socio-économiques, l'accès aux soins. Lorsque on ne peut pas aller chez le médecin parce qu'on a des problèmes de remboursement, eh bien on peut aller acheter facilement des médicaments. Certaines catégories socio-professionnelles s'automédiquent, beaucoup en particulier les professions supérieures. L'âge et le sexe, classiquement, les gens plutôt un peu plus âgés, plutôt les femmes s'automédiquent. Classiquement, la femme de 50 ans s'automédique plus. L'industrie pousse à l'automédication en faisant de la publicité. Et puis Internet vous informe à la fois sur les maladies et les médicaments pour les traiter. Alors je voudrais quand même insister sur le fait que les médicaments d'automédication sont des médicaments. Et donc ils exposent à des risques qui peuvent être pour certains majeurs. On trouve énormément de médicaments en automédication. Vous voyez ici, j'ai pris une série d'appareils. La peau, la dermatologie, l'ophtalmologie, le tube digestif, l'ORL, les voies aériennes supérieures, la cavité buccale, la gynécologie, circulation sanguine, rhumatologie, et puis des tas d'autres produits comme des médicaments du sevrage tabagique. Vous voyez qu'on a beaucoup de produits quand même là-dedans. Hein. Des antiviraux, la cyclovir est un antiviral utilisé contre l'herpès. Des antiseptiques, le minoxidil qui était un antihypertenseur et qu'on utilise pour faire pousser les cheveux. Un corticoïde comme l'hydrocortisone, antihistaminique, la cétirizine, des médicaments protecteurs gastriques, vous voyez l'oméprazole, le pantoprazole, vasoconstricteurs nasaux, la pseudoéphédrine qui est un vasoconstricteur, accessoirement aussi un psychostimulant, anesthésiques locaux, la tétracaïne. Et puis quand je disais tout à l'heure que l'automédication est un moyen extraordinaire d'accéder aux soins et qui peut être tout à fait important, la Norlevo, lévonorgestrel, c'est la pilule du lendemain. Mais quand une jeune fille mineure a eu un rapport sexuel non protégé, c'est quand même extrêmement important qu'elle puisse aller en pharmacie, obtenir du lévonorgestrel, sans avoir besoin de chercher la carte vitale de papa-maman, ou sans avoir besoin de consulter un médecin. Elle peut le lendemain aller chercher le lévonorgestrel et s'éviter une grossesse. C'est quand même majeur. Je ne peux pas ne pas être favorable à l'automédication. On trouve aussi des anti-inflammatoires, diclofénac, ibuprofène, flurbiprofène, aspirine, c'est-à-dire des produits qui sont tout à fait efficaces et qui peuvent potentiellement être dangereux. L'automédication comporte donc un certain nombre de risques. Voilà les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ils peuvent interagir avec d'autres médicaments, comme des anticoagulants, comme des sulfamides hypoglycémiants, l'interaction pouvant produire des accidents hémorragiques ou des hypoglycémies sévères. Ces médicaments sont pourvoyeurs d'insuffisance rénale. C'est grave l'insuffisance rénale. Et ça peut aussi provoquer l'intoxication par d'autres médicaments éliminés par voie rénale. Les anti-inflammatoires peuvent provoquer des pathologies gastriques. L'ulcère d'estomac peut avoir des complications, dont certaines complications sont aiguës et graves. Ulcère perforé, ulcère hémorragique. Donc on n'utilise pas un anti-inflammatoire non stéroïdien n'importe comment. La pseudoéphédrine peut augmenter la pression artérielle.
le minoxidil peut la faire baisser, d'où des interactions avec des traitements antihypertenseurs chez des malades à risque cardiovasculaire. Le Malox, le Gaviscon, utilisé pour protéger l'estomac ou pour protéger l'œsophage du reflux gastro-œsophagien, sont des médicaments qui peuvent induire des interactions médicamenteuses et provoquer des troubles digestifs. Le lopéramide, l'imodium, la méthopimazine, le Vogalène sont des produits constipants qui peuvent induire des nausées et peuvent provoquer des troubles du système nerveux central comme une somnolence ou des troubles moteurs parce que bloquent des récepteurs de la dopamine dans le cerveau. L'automédication a aussi des risques autres que ceux simplement liés au produit. On peut se surdoser parce qu'on ne sait pas très bien à quelle dose il faut utiliser le produit. Et la dose qui a été utilisée, si le produit a été un jour prescrit et qu'on le réutilise parce qu'on l'a stocké, eh bien dans le cadre de la deuxième utilisation, la dose peut ne plus être adaptée. On peut générer des interactions médicamenteuses avec un traitement prescrit par ailleurs. Dans certains cas, on utilise des produits périmés, mal conservés, non-respect des dates de péremption, avec des risques inhérents à la consommation de produits périmés. Lorsqu'un produit est utilisé en automédication pour des symptômes, eh bien, il peut masquer une pathologie grave. Le symptôme est un signal d'alerte. Si on le masque, on retarde une consultation, la pathologie peut évoluer. Et puis si on a enlevé le symptôme, par exemple, imaginez, vous avez une pathologie infectieuse. Cette pathologie infectieuse vous provoque de la fièvre. La baisse de la fièvre est un marqueur de la réponse à l'antibiotique qu'on peut vous prescrire. Si en même temps vous avez pris des médicaments qui enlèvent la fièvre, on ne peut plus suivre l'efficacité du traitement antibiotique. L'automédication est un pourvoyeur de retard de prise en charge. Ce qui veut dire que si on la pratique, il ne faut pas la pratiquer trop longtemps. Et puis finalement, l'automédication, c'est aussi le risque d'induction d'une pathologie. C'est ce qu'on appelle du mésusage, parce que le traitement n'était pas le bon, parce que le traitement a été trop prolongé. Alors peut-on s'automédiquer avec des médicaments sur Internet ? Eh bien, le Conseil d'État a décidé le 13 juillet 2013 que oui, c'est parfaitement possible. Cela veut dire qu'il n'y a aucun problème à commander des médicaments via Internet. D'ailleurs, on peut commander aussi via Internet des médicaments sur ordonnance, en fournissant l'ordonnance à la pharmacie qui va vous approvisionner. Ce qui permet à des gens qui vivent loin de pharmacie d'accéder aux soins en se faisant régulièrement livrer leurs médicaments. Pour ce qui concerne les produits d'automédication, et d'ailleurs des tas d'autres choses qui rentrent dans ce qu'on appelle la parapharmacie, eh bien je ne peux que vous conseiller d'aller sur des sites vous renvoyant à des pharmacies référencées, reconnues, soit sur le site santé.gouv.fr, soit sur le site du Conseil de l'Ordre des pharmaciens. Alors voici l'exemple d'une pharmacie qui est à Villeneuve-d'Ascq, que j'ai choisi simplement parce que je trouvais que leur site internet était joli. Site sur lequel vous pouvez trouver des tas de choses, vous voyez, des médicaments, de la parapharmacie, des promotions. Et dans la page dédiée aux médicaments sans ordonnance, vous voyez qu'on peut trouver des médicaments pour des tas de choses, douleur et fièvre, forme et vitalité, maux de gorge, toux, grippe, sevrage tabagique, les yeux, les troubles veineux, etc. etc. Alors commander des médicaments dans cette pharmacie, pour moi, il n'y a strictement aucun problème. C'est une vraie pharmacie qui vend des vrais médicaments, qui d'ailleurs vous fournit, comme je le disais avant, aussi des produits sur ordonnance. Par contre, méfiez-vous d'Internet quand même, on peut trouver des choses extrêmement étranges. Alors voici une vente sur Internet tout à fait étrange. Voici un médicament dont la dénomination commune internationale est amlodipine, commercialisé sous le nom de spécialité de Flodil. Alors vous voyez que l'origine, c'est une pharmacie sur Internet grecque qui s'appelle Minerva Pharmaceutical.
Alors, cette boîte me pose quand même quelques problèmes, puisque le Flodil existe, l'amlodipine aussi, mais le Flodil, c'est de la félodipine, c'est un autre médicament, en l'occurrence ici de la famille des inhibiteurs calciques utilisés pour faire baisser la pression artérielle. L'amlodipine est un médicament de la même famille, mais c'est pas de la félodipine, c'est commercialisé sous le nom d'Amlor, le premier étant un produit AstraZeneca, l'autre un produit Pfizer. Ce qui veut dire que la boîte en question contient quelque chose que je ne connais absolument pas. Je ne sais d'ailleurs pas du tout ce que c'est comme posologie. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Alors vous l'aurez compris dans les messages que j'ai essayé de délivrer précédemment, l'automédication c'est bien, l'automédication c'est potentiellement dangereux, et donc ça doit être contrôlé. Quand peut-on faire de l'automédication? Eh bien lorsqu'un autodiagnostic est possible, lorsqu'il y a si possible un seul symptôme, bénin, lorsque la thérapeutique va être une thérapie de monothérapie, courte, et qu'on va utiliser des produits adaptés. Il faut que les médecins, votre médecin, soit informé, que le pharmacien soit informé, ce dernier étant là pour vous donner des conseils sur le produit. Et en particulier de vous dire que le produit que vous voulez prendre n'est pas adapté ou qu'il pense que la symptomatologie que vous présentez serait plutôt justifiable d'une consultation médicale et que vous devriez peut-être éviter de prendre un produit en automédication. De manière générale, on évite l'automédication chez des sujets à risque. Alors comment bien contrôler son automédication? Eh bien on peut le faire soi-même. Voici des petites fiches que j'avais trouvées. Alors elles sont anciennes, vous voyez 2008, c'était les fiches de l'AFSAPS, Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui a été remplacée par l'ANSM, mais l'ANSM a gardé les mêmes fiches. Donc vous voyez ici par exemple, comment diagnostiquer un herpès labial, comment soigner des douleurs banales de l'adulte. Alors voici encore des plaquettes diffusées qui vous permettent de bien voir comment utiliser ici l'ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Vous l'avez obtenu directement en pharmacie et votre pharmacien a dû vous donner toute une série de conseils que vous trouvez sur la partie basse ici de ma diapositive. Il y a aussi des plaquettes qui sont distribuées aux pharmaciens. Vous voyez ici pantoprazole, oméprazole, qui sont des inhibiteurs de la pompe à protons utilisés pour protéger l'estomac. Eh bien, on va aider le pharmacien à vous donner des conseils pour identifier les symptômes, écarter les situations nécessitant un avis médical, auquel cas il doit vous diriger vers une consultation médicale. Vous proposer un médicament adapté, vous donner des règles hygiéno-diététiques associées. Donc vous voyez que toute la chaîne est là pour vous aider. Vous pouvez vous informer, le médecin peut vous donner des informations quant à l'automédication, et le pharmacien, bien entendu, puisque c'est lui qui va vous délivrer le produit. Alors l'automédication, c'est d'abord des mesures pour prévenir l'automédication. Le médecin doit établir une confiance, écouter, expliquer, informer, contrôler l'observance, ou plus exactement l'adhésion au traitement, analyser les refus de prescription et puis lui-même refuser de prescrire a posteriori. Je crois qu'une ordonnance, lorsqu'un patient s'est traité lui-même, c'est pas normal. On ne travaille pas comme cela. Et puis on ne fait pas d'ordonnance pour remplir les pharmacies à la maison. Avec cette phrase qui symbolise l'histoire, dites madame, de quoi avez-vous besoin? Non, madame, si elle est venue chez le médecin, c'est pour quelque chose de bien précis et pas pour remplir sa pharmacie personnelle de médicaments dont elle n'a pas besoin et qu'elle serait susceptible d'utiliser n'importe comment. Le pharmacien a un rôle majeur. Il doit conseiller, récupérer les médicaments usagés. Et vous connaissez les filières d'élimination cyclamède des médicaments usagés. Lorsqu'on a des médicaments périmés à la maison, on ne les jette pas à la poubelle, mais on va rapporter les blisters au pharmacien. Vous pouvez jeter les boîtes et les notices, mais pas les blisters. Il faut éduquer, informer sur le risque médicamenteux et, comme je le disais avant, orienter ou réorienter vers un médecin si on le juge nécessaire. Réfléchissons maintenant aux notions d'observance et d'adhésion thérapeutique.
Alors l'observance, c'est une notion absolument fondamentale à laquelle je préfère la notion d'adhésion thérapeutique, c'est-à-dire d'un patient qui adhère à son traitement. L'observance, c'est le niveau de concordance entre les recommandations établies par un médecin et ce que fait le patient. Alors dans la vraie vie, c'est quand même assez catastrophique. Vous voyez que si je fais, moi en tant que médecin, sans ordonnance, 95 patients vont à la pharmacie pour l'acheter, et ça c'est une particularité de la France puisque les médicaments sont remboursés. Il y a quand même 5% de gens qui sortent de chez le médecin et qui ne vont pas à la pharmacie acheter leurs médicaments. Mais seulement 75% vont le prendre. C'est-à-dire, vous voyez la quantité très importante de patients qui ont acheté le médicament et qui le mettent intégralement dans la pharmacie de la maison sans le prendre. Et 40% le prennent correctement. Donc vous voyez que c'est un peu la catastrophe quand même. Une bonne observance ou une bonne adhésion, c'est, parce qu'il ne faut pas être trop ambitieux, c'est 80% de concordance. L'objectif, c'est d'arriver au moins à ça. Alors l'observance, c'est pas que le médicament. Ça concerne bien entendu le protocole de prise du médicament, c'est-à-dire est-ce que je prends la bonne dose, au bon moment, le bon nombre de prises par jour, est-ce que je prends le traitement du début à la fin sans m'arrêter, que je ne fais pas de pause le week-end, etc. Deuxièmement, c'est la prise en compte des conseils de mode de vie. C'est-à-dire, par exemple, on a un patient diabétique, on va mettre en place avec lui un régime diabétique. Moins de sucre rapide, moins de graisse saturée, un peu d'activité physique. Et puis le troisième point, c'est la planification de l'ensemble des soins, c'est ce que le patient vient au rendez-vous. Donc en d'autres termes, un patient qui ne respecte pas les règles hygiéno-diététiques, qui saute des consultes, vous pouvez être sûr qu'il ne prend pas ses médicaments. C'est-à-dire que l'observance ou l'adhésion, c'est une authentique prise de conscience d'un patient de la nécessité à se prendre en charge. Une maladie, c'est la propriété privée d'un malade. Et il faut garder en tête qu'il est libre de faire ce qu'il veut avec sa propriété privée. On n'est pas là pour leur donner des leçons de morale, on est là pour leur expliquer ce qu'ils devraient faire. Lorsque vous avez un fumeur qui fume un paquet par jour, quel fumeur aujourd'hui peut ne pas savoir que c'est mauvais pour sa santé? On va le lui répéter, le lui expliquer, mais s'il continue à le faire, eh bien c'est sa propre liberté. C'est que probablement il ne peut pas faire autrement, pour des tas de raisons qui lui appartiennent. Donc c'est tout à fait fondamental ça. L'adhésion d'un patient, c'est une notion de liberté, c'est une notion personnelle après qu'on ait été totalement informé et qu'on ait tout compris. C'est comme pour la recherche clinique. Si les patients n'adhèrent pas à leur traitement, eh bien il y a diverses causes. La première, c'est parce que le médecin ne fait pas son travail correctement. Ensuite, quand les cabinets n'étaient pas informatisés, il y a des problèmes de lisibilité d'ordonnance qui existent toujours. On se retrouve avec des patients qui ne prennent pas tout à fait la dose prévue parce qu'ils n'ont pas réussi à lire et que personne n'a réussi à lire ce qui était écrit dessus. Alors, en général, le pharmacien prend son téléphone et appelle le médecin pour vérifier que ce qu'il lit, c'est tout à fait juste. Le problème des effets indésirables. Ah oui, des patients ne prennent pas leur traitement parce qu'il y a des effets indésirables. Là encore, il y a un rôle important du médecin. Prévenir le sujet de la possibilité d'effets indésirables. Parce que sinon, les patients font ce qu'ils veulent. Exemple, les médicaments qu'on appelle les bêta-bloquants ont un effet indésirable qui est l'induction d'impuissance chez les messieurs. Et je pense qu'il n'est pas honnête qu'un médecin ne le dise pas à son patient. J'ai en face de moi un monsieur de 35, 40 ans, 60 ans. C'est de mon devoir, si je lui prescris un bêta-bloquant, de lui dire qu'il risque d'avoir ce problème. Plutôt que de le revoir en consultation et qu'il ne me dise rien et arrête le traitement parce qu'il l'a fait tout seul spontanément, parce qu'il s'est bien rendu compte d'où venait le problème. Donc, anticiper, prévenir, expliquer, reprendre le problème. La personnalité du malade. S'il est anxieux, pas anxieux, paradoxalement, les patients anxieux ont tendance à être plus observants. Et puis le mode de vie. Certains patients ne veulent pas prendre le comprimé de midi parce qu'ils mangent à la cantine avec leurs collègues de travail.
ou lorsqu'on a des formes injectables, c'est compliqué avec le mode de vie. Donc il faut être capable de réfléchir un patient dans sa globalité et d'intégrer le traitement dans son schéma global de vie. Alors comment améliorer l'observance? La première des règles, c'est de personnaliser les décisions thérapeutiques. Un traitement reste individuel. Il faut former et informer le patient. Former, c'est lui apprendre son médicament. Et c'est quand il l'a appris, parce qu'il a été correctement informé, qu'il va comprendre, et parce qu'il aura compris, il va faire. S'il ne comprend pas, globalement, il ne fait pas. Limiter autant que possible le nombre de médicaments et le nombre de prises. On sait très bien que des erreurs surviennent dès un médicament prescrit et on tombe en dessous des 80% d'observance à partir de 3 médicaments. Donc quand on voit 6, 7, 8 médicaments sur une ordonnance, on voit le problème. Il se trouve que certains médicaments peuvent être groupés dans un comprimé, ce qu'on appelle des combinaisons fixes. Ça permet de réduire le nombre de prises dans une journée. On peut transformer 3 fois 1 comprimé par jour en une prise d'un comprimé à libération prolongée. Voilà des attitudes qui peuvent simplifier le schéma de prise et donc améliorer l'observance du patient. Encadrer la prise. Encadrer, ça veut dire la ritualiser. Par exemple, on peut essayer de voir comment les gens prennent leur petit déjeuner. Par exemple, ils prennent le petit déjeuner avec une baguette de pain. Pourquoi ne pas mettre la boîte de médicaments dans la corbeille où on a déposé le pain? À ce moment-là, progressivement, va s'établir un rituel. Je coupe mon pain, je prends mon médicament. Et au bout d'un moment, on va couper le pain, on va se dire, tiens, il me manque quelque chose. L'encadrement de la prise peut ritualiser et faciliter, plutôt éviter au minimum les oublis. Ajuster la prise au mode de vie, on en a déjà parlé. Hospitaliser, ça peut être un moyen de reprendre le patient en main pour lui réexpliquer. Par exemple, un patient diabétique insulinodépendant qui a son diabète complètement déséquilibré, eh bien ce déséquilibre peut provenir d'un oubli de la façon dont il faut calculer les doses d'insuline en fonction des résultats des glycémies. Donc on peut très bien hospitaliser le sujet 2-3 jours pour le reformer autour du calcul des doses d'insuline en fonction du type de repas, en fonction de l'injection par rapport à la prise du repas, etc., etc. Et puis je pense que c'est fondamental lorsqu'on fait de la thérapeutique médicamenteuse, il faut viser la qualité de vie. C'est-à-dire qu'un médicament a pour objectif d'améliorer la vie des gens. Et pas simplement de corriger un biomarqueur. On voit très souvent des sujets de plus de 85 ans avec une statine pour baisser leur taux de cholestérol. Est-ce que c'est vraiment utile? Je ne réponds pas à la question ici par oui ou par non, je pose simplement cette question. Et je pense que ça vaut le coup de se la poser quand on sait que quasiment un patient sur 4 a des douleurs musculaires sous statine et que pour certains ça peut conduire à l'arrêt de la marche. Catastrophe pour un sujet âgé. D'où la notion d'adhésion thérapeutique, vous l'avez compris. Il faut qu'un patient adhère à son traitement, ce n'est pas une obligation. Ce traitement doit faire partie de son schéma de vie. Et quand on l'a intégré dans son schéma de vie, eh bien, on le prend correctement. Certains patients vous disent « Oh, ma maladie, vous savez, c'est ma meilleure copine. Elle m'est fidèle et ne m'abandonnera jamais. » Lorsqu'on en est là, eh bien, on a un patient qui a intégré cette maladie dans son schéma et qui, du coup, l'accepte et accepte le traitement. Alors on a des systèmes quand même beaucoup plus drastiques, je ne sais pas si c'est le futur, en tout cas ça fait un petit peu peur. Voici un système développé par une société américaine qui s'appelle Proteus Digital Health. Il s'agit d'un comprimé qui contient un petit émetteur. Cet émetteur n'émet pas lorsque le comprimé est dans le blister, mais lorsque vous l'avalez, le comprimé va se dissoudre et dans l'acidité gastrique va mettre en route la batterie de l'émetteur. Et donc, dès que le comprimé tombe dans votre estomac, il se met à émettre. L'émission est reçue par un patch collé sur votre peau et le patch renvoie lui à votre téléphone mobile.
des données comme l'heure de la prise, la dose contenue dans le comprimé, mais aussi des paramètres vitaux. Votre température centrale, bah oui, puisque le comprimé circule en plein centre de votre abdomen, ou votre électrocardiogramme. Tout ceci part à partir de votre téléphone mobile vers une centrale et le logiciel de votre prescripteur qui peut vérifier que vous avez correctement pris votre traitement. Alors il y a des tas d'études en cours dans des pathologies comme la tuberculose où il est clair que prendre le traitement c'est absolument fondamental avec des antibiothérapies très prolongées, 12-18 mois d'antibiothérapie, donc c'est difficile parfois sur des pathologies comme cela d'avoir un patient qui continue à adhérer au traitement après 6 mois, 8 mois. Or, c'est absolument fondamental de respecter la durée du traitement parce que la bactérie responsable de la tuberculose se divise très très lentement. Comme les antibiotiques agissent pendant la division, on n'est pas sûr d'attraper les divisions de toutes les bactéries. Des maladies comme l'insuffisance cardiaque, et le premier qui a été approuvé, c'est l'Abilify, qui est l'aripiprazole, un antipsychotique. Il est clair que les antipsychotiques permettent aux patients de reprendre une vie, non pas normale, mais au moins une vie sociale. Ils peuvent sortir d'institutions et s'ils arrêtent leur traitement, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Donc on va suivre leur observance. Tout patient perdant son observance étant susceptible de se retrouver réenfermé dans un institut psychiatrique. Vous voyez un petit peu les conséquences de l'affaire. Alors imaginez en plus que des sociétés d'assurance s'emparent du système, vous êtes hospitalisé mais vous n'avez pas pris vos traitements, alors on vous rembourse moins. Enfin bon, ça peut avoir des tas de conséquences éthiques, ça mériterait qu'on se penche sur le sujet. Je suis sûr que des groupes éthiques se penchent sur cette question. C'est pour ça que je disais en introduction de cette diapo que je trouvais ça un peu effrayant. Pour terminer la deuxième vidéo de ce cours, on va s'intéresser au terrain à risque d'accidents médicamenteux. Bref, comment prévenir l'accident médicamenteux en identifiant les sujets à risque. Parce qu'en la matière, nous ne sommes clairement pas tous égaux. Alors pourquoi faire un accident médicamenteux, c'est-à-dire pourquoi faire ce qu'on appelle de la iatrogénie médicamenteuse? Alors d'abord, qu'est-ce que la iatrogénie? Alors la iatrogénie vient d'une étymologie grecque, avec iatros, voulant dire médecin, et génès, qui est engendré. Ce qui veut dire que par définition, la iatrogénie, c'est ce qui est engendré par un médecin, bon ou mauvais. Alors l'OMS a considéré que iatrogénie, c'est uniquement les effets indésirables. Donc c'est une sorte de restriction de la définition générale, qui est que la iatrogénie, c'est l'induction d'effets délétères par la pratique médicale, au sens large, prescription médicamenteuse, ou chirurgie, ou tout ce que vous voulez. Cette iatrogénie induit la création de systèmes de iatrovigilance, pharmacovigilance, toxicovigilance, dont on a parlé dans la vidéo 1 de ce cours. Alors question, pourquoi faire un accident médicamenteux? Ça peut être parce que le médicament n'est pas le bon. Donc on donne un médicament qui n'est pas pour la bonne pathologie. Ou que ça n'est pas le bon malade. C'est-à-dire qu'on donne un médicament qui irait pour cette pathologie, mais ce n'est pas le bon terrain. Ou que le terrain du malade a changé. Alors qu'est-ce qui peut faire changer le terrain du malade? Ou faire que le traitement n'est pas le bon traitement? Ça peut être l'âge. Par exemple, un traitement peut être très bien chez un adulte, mais pas chez un enfant de 5 ans, ou pas chez un sujet très âgé de 95. Dans le même ordre d'idées, ça peut être plus le bon traitement. On a des patients qui s'intoxiquent en vieillissant à des traitements qu'ils supportaient très bien jusque-là. Bah oui, mais ils sont devenus un peu insuffisants rénaux, un peu insuffisants hépatiques, et donc il aurait fallu changer le traitement. L'âge, l'environnement. Imaginez, vous prenez un traitement par diurétique. Il fait très chaud, on est en pleine canicule. Bah, il est urgent de baisser les doses de diurétiques, voire de les arrêter complètement. Parce que diurétique, pour vous faire uriner plus canicule, égale dessèchement. C'est comme ça qu'on se retrouve complètement déshydraté. Les pathologies associées. Bien oui, un médicament peut être très bon pour une maladie seule, mais lorsqu'on a plusieurs maladies en même temps, ça peut se compliquer. Une maladie peut évoluer. Un traitement peut être très efficace pour un stade débutant, mais moins efficace pour un stade avancé. Il faut penser à changer. On s'est trompé dans l'administration.
dose trop importante, fréquence trop importante. On a provoqué une interaction avec l'alimentation. De nombreux aliments interfèrent avec les médicaments. Tout se passait bien et puis tout d'un coup, un sujet a décidé de prendre un pamplemousse tous les jours à son petit déjeuner. Très bonne idée, c'est plein de vitamines, mais le pamplemousse est un des aliments qui interfère le plus avec les médicaments. Et puis les interactions médicamenteuses provoquées par les prescripteurs. Voici un malade qui a 3 médicaments, qui va voir un chirurgien dentiste pour traiter une dent, et le chirurgien dentiste prescrit des médicaments de son domaine, la chirurgie dentaire. Et notre patient se retrouve avec une association médicamenteuse qui peut totalement déséquilibrer les traitements qu'il avait avant. Donc tout ceci peut conduire à ce que des médicaments soient pas bien tolérés chez un individu donné, voient des évolutions de leur tolérance au cours du temps, avec des accidents qui peuvent être plus ou moins aigus. Les terrains particulièrement à risque sont les enfants, les sujets âgés, les femmes enceintes. Terrain de vigilance absolue. J'attire votre attention sur ces 3 terrains pour que vous soyez capable, y compris dans votre famille, de dire, voilà, peut-être que mon grand-père, qui allait très bien, tombe, est un petit peu enfoncé, répond pas bien aux questions, et peut-être que ça pourrait être un traitement qu'on a modifié ou un traitement qu'il avait et qu'il ne supporte plus. Vous savez, on peut faire des miracles comme cela, simplement en révisant des ordonnances. Ça s'appelle le réflexe iatrogène. Et ceci termine la 2e vidéo associée à ce cours.